Bon, je crois que tout le monde est là. Bonjour. Donc, je suis Fabrice Delmeda, je suis historien, je suis aussi vice-président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et je suis ici pour un titre différent, c'est que depuis de nombreuses années, je travaille avec France Télévisions et que l'une des représentantes éminentes de France Télévisions, que je tiens à remercier, Hélène Camouilly, qui s'occupe à France Télévisions de la diversité, m'a sollicité, ainsi que Daniel Camouilly. Et donc, je remercie les membres du Club 21 et je remercie tous les invités d'avoir bravé la grève, comme vous, pour être ici ce matin. On va parler de la manière dont nous nous racontons depuis maintenant plusieurs siècles. Est-ce qu'elle convient encore? Est-ce que ce narratif commun, ce que Pierre Nora avait qualifié de roman national, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et peut-être pour commencer, je vais me tourner vers un collègue historien d'un genre un peu particulier, Pascal Blanchard. Parce que Pascal Blanchard travaille l'histoire à sa façon, avec des expositions, avec de grands événements et avec des documentaires. Et il fait partie de ceux qui ont fait des documentaires, notamment sur les Noirs en France, les Arabes en France. Est-ce qu'on peut en parler? Et puis qui font aussi des expositions comme celle que vous avez pu voir ici au CESE sur les noms, les grandes figures de l'histoire de France un peu oubliées, à partir desquelles on pourrait rebaptiser les rues pour peut-être modifier notre narratif collectif. Pascal Blanchard, en quoi le roman national pose-t-il problème aujourd'hui dans la constitution de notre identité collective française? Merci à un historien de passer la parole à un historien, et tu pourrais tout autant que moi répondre à cette question, parce que tu as travaillé autant que moi ces enjeux. Bonjour à tous et à toutes. En fait, l'histoire, on le dit souvent d'une manière assez ironique ou sérieuse, est écrite par ceux qui gagnent l'histoire. Ceux qui gagnent les batailles racontent comment la bataille s'est déroulée. Et notre pays n'a pas eu, quelque part, la capacité de regarder le récit ou de raconter le récit, ni de celle qui était sur ce territoire depuis toujours, puisqu'il n'y a que 3,7% des noms de rues et de bâtiments publics dans ce pays qui sont féminins, ni de ceux et de celles qui venaient de l'ailleurs. Ils n'étaient pas aux manettes pour décider des noms de rues dans les villes. Ils ont rarement été des maréchaux de Napoléon Bonaparte. Ils ont été peu de fois au XIXe siècle reconnus par leur père. Ils n'étaient rarement dans les commissions qui décidaient des noms de rues. Ils n'arrivaient pas à imposer dans leur combat social et politique, puisqu'ils n'étaient même pas en accès au droit de vote, dans la capacité citoyenne de revendiquer. Donc l'espace public français aujourd'hui, sur le regard de manière extrêmement simple, en faisant une photographie comme on aime bien faire nous les historiens, 2% des noms de rues dans ce pays et des bâtiments publics portent le nom de personnes qui ne sont pas nées dans l'Hexagone, je n'ai pas dit d'étrangers, hein, qui ne sont pas nées dans l'Hexagone. C'est une frontière que je trouve intéressante parce qu'elle intègre aussi les ultramarins dans notre réflexion, depuis 2 siècles et demi, c'est-à-dire que il doit y avoir à peu près un tiers des Français qui sont liés à l'histoire de l'immigration, si on regarde tous les chiffres connus. Et en fin de compte, ce chiffre montre que nous ne sommes pas visibles. Quand je dis nous, c'est un nous collectif, puisque c'est la nation, dans le premier endroit où la nation devrait être représentée, nos rues, nos frontispices de bâtiments publics. Et puis si on commence à décliner les autres supports, c'est toujours moins. Moins présents dans les manuels scolaires, ou quand ils sont présents, ils sont souvent à côté du grand récit national. Ils ne font pas partie de ce récit. L'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'immigration, c'est souvent une histoire à côté de l'histoire. Tu le sais comme moi, nous serons bientôt le dernier pays européen à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale, dans le pays des musées. Donc quand on raconte à nos enfants cette histoire, on ne peut pas, quand on est enseignant, les emmener au musée, puisqu'il n'y a pas de musée. Cette difficulté structurelle, on la retrouve dans les médias. Est-ce que la part dans les médias... On y viendra. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je ne touche pas aux médias. C'est un striptease lent. Je sais. C'est-à-dire que tout l'espace public, tous les territoires d'expression, tous les leviers qui font qu'à un moment, ceci est banal. Parce que ce qu'on est en train de dire est banal. Que cette salle se retrouve tel un miroir dans la nation. Nous sommes dans un des constats les plus banals qui soient. Pourtant, c'est extrêmement complexe. Et c'est complexe parce que le récit national ne s'est pas encore ouvert à ces enjeux. Et qu'il y a, en fin de compte, et vous le savez comme moi, c'est comme dans les discriminations. S'il y a des discriminations, c'est qu'il y a des gens qui discriminent. Et s'il y a une difficulté, c'est que certains s'y opposent. Pour des tas de raisons. Et pas simplement des raisons politiques. Des raisons d'imaginaire, de mauvaise compréhension de la question. Et en fin de compte, tout ça arrive à un terme que j'aime beaucoup chez Rachid Benzine quand il dit « il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans connaissance ». Donc on doit d'abord œuvrer, et tu l'as dit, avec des films, avec des expositions, avec un travail
Madame la ministre, vous en savez quelque chose puisque nous avons souvent parlé ensemble, d'aller travailler les élus sur les territoires, de leur expliquer pourquoi c'est important dans l'espace public et dans leur nom de rue d'avoir des noms de personnes issues des immigrations. J'adore Mandela, et tu as fait un livre sur Mandela, j'adore Martin Luther King, Rosa Parks, j'adule. Mais ce n'est pas l'histoire de France. Et dans notre histoire de France, il y a des dizaines de milliers d'individus qui ont des destins incroyables et qui ne figurent pas dans notre espace public. Alors, on va venir aux solutions, puisque tu as commencé à les échafauder, mais quand même, restons sur cette question du rapport au récit national. Je me tourne vers vous, Elisabeth Moreno. Vous êtes ancienne ministre, vous êtes chargée justement des questions d'égalité homme-femme, de diversité. Vous avez un parcours tout à fait singulier, originaire du Cap-Vert, études en France, études que vous arrêtez précocement puis que vous reprenez pour devenir avocate, chef d'entreprise. Vous avez notamment dirigé Lenovo, l'entreprise numérique pour l'Afrique, puis Hewlett-Packard, et puis donc, fin de parcours, si je puis dire, très provisoirement, secrétaire d'État à la diversité. Quel rapport, vous entretenez personnellement? Je ne vous demande pas de me dire les gens que vous avez rencontrés, je vous demande, vous, personnellement, est-ce qu'il y a un moment où, confronté à cette histoire de France, à ce roman national, vous vous êtes senti ou exclu ou heurté? Alors bonjour à toutes et à tous, je suis tout à fait ravie d'être avec vous aujourd'hui et bravo au Club 21e siècle d'organiser cette journée de discussion et de dialogue sur cette thématique, parce que je pense que si on dialoguait davantage, et en particulier de ces thématiques un peu compliquées, eh bien je pense que ces divisions et ces fractures que nous vivons aujourd'hui n'existeraient pas. Et je vais reprendre, pour répondre à votre question, exactement ce que vient de dire Pascal Blanchard. C'est que si les histoires de chasse étaient racontées par les animaux et pas par les chasseurs, peut-être qu'on aurait une perception différente. Moi, je n'ai pas... vous l'avez dit, je suis née au Cap-Vert, je suis arrivée en France jeune. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si... Alors, j'avais bien compris que mes ancêtres n'étaient pas les Gaulois, mais je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas davantage dans ce que j'apprenais à l'école sur l'histoire de l'esclavage ou sur l'histoire du colonialisme. Tout simplement parce que j'étais en mode survie et parce que j'avais bien intégré que j'étais juste tolérée. Et l'une des choses que mes parents nous ont rapidement apprises, c'est « faites-vous tout petit ». Ne demandez rien, prenez juste ce que vous avez à prendre et avancez. Et j'aime bien utiliser, vous savez, cette pyramide de Maslow qui vous parle des besoins fondamentaux avant de parler des besoins de réalisation et d'accomplissement. Tant que vous ne vous sentez pas en sécurité, tant que vous ne pouvez pas manger, boire, dormir, tant que vous ne sentez pas que les personnes qui sont les plus importantes et les plus chères à votre cœur sont également en sécurité, vous ne vous posez pas ce genre de questions qui peut être extrêmement important sur la manière dont vous êtes traité, dont vous êtes regardé, dont vous êtes stigmatisé ou pas. Donc moi, jusqu'à un certain âge, alors je n'ai pas été... Plusieurs choses, je me suis suffisamment battue pour ça, donc je vais le dire. J'ai été PDG de Lenovo en France et j'ai été présidente de Hewlett-Packard sur le continent africain. Et je ne me suis pas posé ces questions de « mais pourquoi est-ce que l'histoire est racontée de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas davantage de Frantz Fanon? Pourquoi on ne parle pas davantage de Léopold Sédar Senghor? Pourquoi on ne parle pas davantage de ces figures issues de la diversité qui ont participé à écrire aussi l'histoire de France? Ça ne m'est arrivé que bien plus tard, quand tous les besoins fondamentaux ont été réalisés. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les jeunes s'approprient cela de plus en plus tôt et qu'ils ont besoin de réponses. Et souvent, ces réponses-là, ils ne peuvent pas les trouver à la maison parce que tous les parents n'ont pas les moyens d'expliquer à ces enfants ce qu'on ne leur explique pas à l'école. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des canaux différents d'expliquer, de raconter, de faire de la pédagogie pour apaiser. Alors apaiser, tiens, quelqu'un qui a traversé une guerre, en tout cas par une expérience singulière, Sabile Goussoub. Sabile est journaliste, il a travaillé en France, il a travaillé au Liban, il est l'auteur de 3 romans, dont un, le dernier, a obtenu le Goncourt des lycéens, félicitations. Et c'est un très beau roman qui s'appelle Beyrouth-sur-Seine et dans lequel il confronte ses origines avec une guerre, le conflit libanais, et la façon dont ses parents vont réagir par rapport à cela. Vous qui avez décrit ce déchirement des identités,
quel rapport vous entretenez avec le récit national français ? Merci déjà beaucoup pour l'invitation. Alors j'ai l'impression d'être totalement étranger même ici, parce que je crois que je suis le seul homme qui ne porte pas une veste de costume. Donc c'est assez étrange, mais c'est bien, je me sens pas à ma place ici non plus, donc c'est très bien. Mais alors je vais répondre à votre question tout en réagissant un peu sur ce que Pascal Blanchard racontait. Je trouve ça très intéressant et je suis assez d'accord qu'il faudrait qu'il y ait plus de noms, même de peintres, d'artistes dans les rues de Paris et en France. Mais moi, il y a une autre chose qui me chagrine et qui va concerner cette idée de récit national. La dernière fois, je réalisais en marchant dans les rues à Paris qu'il y avait donc des panneaux et donc on dit qu'un général est mort pour la France. Et je m'étais dit en marchant dans la rue, c'est très étrange, je me sens étranger à ce panneau parce que c'est écrit mort pour la France et j'aurais largement voulu que ça soit écrit mort pour la liberté par exemple, où tout d'un coup on se sentirait tous concernés par cette idée-là. Et cette idée de France, j'avais l'impression que voilà, c'est la France qui devait être synonyme de liberté, etc. Mais sauf que pour moi, non, la France est synonyme de plein d'autres choses aussi. Et par contre, le mot liberté, pour moi, il va traverser beaucoup mieux les frontières. Et il me semble beaucoup plus intéressant. Et j'en ai parlé après à des amis qui sont français ou d'origine de pays d'ailleurs, ou des parents qui viennent d'ailleurs. Et on a eu ce point commun en disant oui, effectivement, si c'était écrit mort pour la liberté, mort pour l'égalité, on se sentirait beaucoup plus concerné par ce panneau-là. Donc moi, cette question de récit national, pour aller très vite, je suis né en France, j'ai grandi en France, je ne me suis pas senti français, non pas parce que je ne voulais pas ne pas me sentir français, mais simplement parce que j'ai la gueule que j'ai et j'ai le nom que je porte. Et donc à l'école, on me faisait comprendre que ou j'étais juif, parce que je ne suis pas, ou j'étais arabe, et souvent sale juif ou sale arabe plutôt. Et donc j'ai grandi avec cette idée-là, et je rentrais à la maison, et mes parents sont libanais, exilés de la guerre, et j'avais une sorte de petit Liban qui était construit à la maison, et je passais de l'un à l'autre tout le temps, donc de Paris à Beyrouth, constamment dans la même journée. Donc je suis parti vivre au Liban 7-8 ans, puis finalement je suis revenu ici au bon moment avant que le Liban tombe en pleine crise. Et moi j'avoue, j'ai abandonné en revenant du Liban cette idée de croire en un pays, la France ou le Liban. J'y crois plus trop pour plusieurs raisons. La première, ça serait que à partir du moment où le pays qui a vu naître mes parents, principalement mon père est né en Afrique, mais il allait très rapidement au Liban, mais où j'ai une famille qui est là-bas depuis, je sais pas, 300, 400 ans à peu près, où j'ai un nom qui porte là-bas et qui signifie quelque chose, où mon visage est très familier, c'est-à-dire que je me balade au Liban, il y a plutôt des visages qui me ressemblent. À partir du moment où ce pays-là, qui est notre pays, où on vient de village, n'a plus voulu de nous, il me semble très difficile de croire en un autre pays. C'est-à-dire que si le pays où... Pourtant, votre père, dans le livre, oui. Votre père veut être en France. Votre père veut être enterré au Père-Lachaise. Alors, il veut être en France parce que lui, c'est plutôt un départ d'artiste. Quand il part à 20 ans du Liban, c'est un homme qui veut faire du théâtre, c'est un homme qui va étudier le théâtre en France, et il y a différents types d'artistes. Il y a l'artiste très sédentaire qui reste dans son village toute sa vie, et puis il y a l'artiste plus classique, on va dire, qui a besoin de traverser les frontières, qui a besoin de voir ailleurs pour parler peut-être de chez soi. On peut en citer une ribambelle, on peut commencer par Hemingway avec les auteurs américains, et puis là on peut en citer des milliers. Donc voilà, mon père était porté par l'étranger, de par la nature de son travail, de son métier. C'était la poésie, le théâtre, et c'est ça qui l'a emmené ailleurs. Et c'est ça qui l'aurait peut-être réemmené ailleurs. Peut-être il serait rentré au Liban, il serait encore parti ailleurs, et c'est ce que je crois. Je ne peux pas refaire sa vie. Mais ce n'est pas la France qu'elle est attachée. Quand il est attaché au Père-Lachaise, mon père il est attaché au Père-Lachaise parce que grands artistes qui sont au Père-Lachaise. Et c'est ce territoire qui lui plaît. D'accord. Alors justement, vous avez commencé à introduire cette notion. Peut-être Gabriel Alperne. Gabriel Alperne qui est philosophe. Gabriel Alperne, docteur en philosophie, normalienne. Gabriel Alperne, auteur d'un livre, Les Centaures, éloge de l'hybridation. Gabriel Alperne, est-ce que vous êtes un peu comme Sabine Goussoub? Est-ce que vous ne regardez pas comme philosophe le récit national, mais que vous vous situez un petit peu au-dessus? Alors, tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup, effectivement, au Club 21e siècle pour son invitation. Je dirais qu'effectivement, il n'y a pas forcément un sujet qui serait franco-français, mais peut-être éminemment humain. Là, je m'appuie sur les travaux d'un grand intellectuel du XXe siècle qui s'appelle Elias Canetti, qui dit qu'il n'y a rien que l'être humain redoute plus que tout au monde, en fait, que le contact avec l'inconnu. En fait, tous nos comportements, toutes les distances que nous adoptons sont dictés par cette phobie du contact. Et finalement, c'est une forme de pulsion d'homogénéité qui fait qu'on s'entoure toujours de gens qui nous ressemblent. Dans les entreprises, on va toujours recruter des clones, des personnes qui ont le même parcours, même école, voilà, forcément parce que ça rassure. Et donc, on veut tout homogénéiser autour de nous. Mais ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas franco-français, c'est quelque chose qui est éminemment humain. Et moi, tous mes travaux de recherche, effectivement, portent sur cette figure du centaure, une figure hybride, voilà, mi-homme, mi-cheval, voilà. Un entre-deux qui a à la fois pas d'identité ou alors qui a trop d'identité. Et finalement, l'être humain a une difficulté à penser l'entre-deux,
la double appartenance, le chevauchement, la double identité, comme si le fait d'avoir un pied dans plusieurs mondes pouvait être suspect ou effectivement susciter une forme de méfiance. Et puis en plus, dans le centaure, il y a une forme aussi de transgression, puisqu'on passe d'un monde à un autre, on transgresse finalement des frontières. Et donc, à travers mes travaux de recherche, j'ai voulu effectivement rendre leur lettre de noblesse, justement, à ces figures hybrides, déjà pour moi qui sont des figures justement de la liberté, et avoir un pied dans plusieurs mondes, dans plusieurs cultures, dans plusieurs identités. Effectivement, c'est une forme de liberté, puisque on échappe aux cases dans lesquelles les autres, les regards des autres veulent forcément vous ranger. Et puis en plus, le centaure est effectivement une figure de la créativité, puisque c'est justement en passant d'un monde à un autre, en ayant un pied dans plusieurs mondes, que l'on peut peut-être justement créer de nouveaux mondes, de nouvelles choses. Il y a plein d'artistes qui sont des figures hybrides. Et vraiment, moi, tout mon sujet était de voir finalement pourquoi est-ce qu'au fil des siècles, on a eu autant de mal à penser l'hybride. Pourquoi est-ce qu'on a toujours glorifié finalement les purs sangs? Voilà, faut être un. Unité, culte de la pureté, culte de l'identité. Et pourquoi justement ne pas, encore une fois, finalement, donner toute leur place au centaure? Voilà. Alors, donner toute leur place au centaure, on va justement commencer à réfléchir à cet espace public qui nous rassemble, à cet espace notamment audiovisuel, avec Florent Dumont. Florent Dumont est un ancien d'HEC, un ancien de Paris 1, juriste, quelle honte pour moi qui suis de Paris 2. Mais enfin bon, personne n'est parfait. Et pourtant, il a d'énormes qualités. Il est directeur général adjoint des programmes et des antennes du groupe France Télévisions. Et j'avais envie de vous demander un peu en transition pour commencer à réfléchir un petit peu à cette représentation collective qu'on a. France Télévisions, pendant longtemps, a été le lieu justement d'une histoire assez classique, assez traditionnelle. Elle portait, et elle porte encore d'ailleurs, dans les grandes cérémonies, le roman national. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé ? Et si oui, depuis quand? Alors, bonjour à tous et je me joins aux remerciements pour l'accueil ce matin. Petite précision quand même par rapport à la présentation que vous faites de moi, parce qu'on est tous le fruit d'un parcours et le fruit de ses origines. Oui, j'ai fait HEC et Paris 1, mais je suis originaire du Sud-Ouest, d'un milieu ouvrier paysan. Voilà. Et ça, je trouve que c'est aussi important parce que dans les parcours et les diversités des parcours, voilà, c'est selon la focale et la façon dont on présente les gens, c'est deux histoires potentiellement différentes et en fait, c'est une seule et même personne. Vous avez bien fait de me corriger. Voilà. Et par rapport à ce que j'ai entendu aussi sur les questionnements que les parcours posent, en vous écoutant, voilà, dans ces origines populaires du Sud-Ouest, je m'appelle Dumont. Ces questionnements-là de la représentation de la diversité, je ne me le suis pas posé du tout lorsque j'ai grandi dans les années 80-90. Mais voilà plus de 20 ans que je travaille dans le service public, justement pour essayer d'apporter une utilité, d'être utile à la société, et notamment avec la représentation de l'ensemble des Français et la représentation des différents points de vue. Et ce que l'on essaie de faire, c'est justement de donner à voir ces différents points de vue. C'est-à-dire que, sans doute, dans les décennies précédentes, il y avait un point de vue majoritaire, et c'est ce qui a été exprimé, voilà, et qui ne me heurtait pas, parce que peut-être que j'étais plus représentant de ce point de vue-là. Mais donner la possibilité de voir des points de vue différents, c'est essentiel. Et je prendrai deux exemples de documentaires que l'on a diffusés ces dernières années. Histoire d'une nation, on a diffusé il y a 3-4 ans, qui raconte 150 ans d'histoire de la nation française depuis 1870 au travers de l'immigration et par la bouche de personnes issues de l'immigration de première, deuxième ou troisième génération. Et tout de suite, ça change complètement le point de vue. Et puis le deuxième, qui m'a encore plus interpellé à titre personnel, c'est le documentaire Noir en France, que l'on a diffusé il y a un an, qu'on a rediffusé dimanche sur France 5 à l'occasion de la journée du 20 mars, qui est disponible sur la plateforme France.tv. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment parce que c'est un objet remarquable. Et pourquoi il est remarquable? Parce qu'il donne la parole à des personnes issus de la société civile, artistes, sportifs, politiques, qui expriment ce que c'est que d'avoir grandi dans la France telle qu'elle était représentée dans les décennies précédentes. Et là, moi, j'ai eu le choc de voir des personnes noires qui expliquaient les références auxquelles elles étaient confrontées dans les années 80-90, dans les médias, à la télé, dans les émissions jeunesse, dans l'humour. Et je me suis dit, mais je ne le voyais pas comme ça, moi, enfant blanc de la campagne. Voilà. Et je trouve que c'est fondamental de donner la parole à ces points de vue, non seulement pour que ceux qui les ressentent puissent les exprimer et puissent se donner à voir, mais pour ceux qui sont peut-être moins concernés, changent un peu leur focale aussi et réfléchissent un peu différemment. Voilà. Donc si le service public peut être utile en ce sens, je trouve qu'on est complètement dans notre mission. Je reste avec vous encore un petit moment pour vous poser une question. Est-ce que le service public alloue
un certain volant financier, économique, pour soutenir des émissions comme celle dont vous venez de parler, ou est-ce que ce n'est pas vraiment délimité, il n'y a pas vraiment de cadre installé pour ça? Alors, je parlerai plus d'un réflexe diversité que l'on essaie d'instaurer dans tous les genres de programmes sur l'ensemble des antennes. On a des aiguillons, vous avez cité Hélène Camouilly qui est là, qui est directrice déléguée à la diversité au sein de France Télévisions et qui rappelle dans tous les genres de programmes, les documentaires, les fictions, les divertissements, qu'on se doit d'être représentatif de la population, de donner la parole à chacun, d'exposer les différents points de vue. Et c'est plus une forme de pacte de visibilité. Sur la question des Outre-mer, on a mis en place un pacte de visibilité des Outre-mer pour exposer, vous disiez, hors hexagone, voilà, la France, il y a tous les territoires ultramarins que l'on souhaite exposer. Mais sur toutes les formes de diversité, c'est un aiguillon permanent, pas forcément fléché, mais qui doit être dans la façon de s'exprimer au public. En fait, si on veut avoir le lien très fort avec les publics, un attachement fort, le fait qu'on soit important pour eux, qu'ils comprennent que le service public est différent et utile, on se doit de s'adresser à tous et donc de prendre en compte ces différents points de vue. Fabrice, si vous le permettez, je voudrais juste Moreno. ajouter quelque chose, parce qu'il y a ce que les services publics et France Télévisions font pour qu'il y ait davantage de représentation, mais il y a aussi le travail des journalistes. Puisqu'on parle de représentation, moi je peux vous parler d'une représentation qui m'a toujours énormément blessée. Les journalistes sont toujours prompts à aller raconter les jeunes délinquants qui brûlent les voitures, qui cassent, etc., etc. Et il y en a dans toutes les populations et dans tous les espaces de notre société. En revanche, quand il s'agit de raconter, de représenter des choses positives qui donnent envie, qui font rêver, parce que les gens issus de la diversité, c'est pas que Zidane sur les terrains de foot ou Maître Gims qui chante. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des historiens, il y a plein de représentations. Moi, ce qui m'a toujours énormément étonnée, et j'en ai beaucoup parlé avec les journalistes quand j'étais au gouvernement, c'est pourquoi vous ne racontez pas les belles histoires? Alors je sais bien que le sang et les larmes font davantage vendre, mais on ne se rend pas compte aussi du mal que ça fait, aussi bien à notre pays, parce que, monsieur le disait, quelqu'un qui vit aujourd'hui dans une zone rurale, qui n'est pas confronté à cette diversité, et qui ne voit à la télévision que des drames, que des vols, que des viols, que des agressions, que du terrorisme, eh bien, quelle image il va se faire de cette diversité? Et ces personnes issues de la diversité, comment vous pouvez être fiers de vous? Comment vous pouvez dire à vos enfants, si tu travailles bien à l'école, tu pourras devenir astrophysicienne, comme Fatoumata Kébé? Comment vous voulez qu'on arrive à changer ces représentations, aussi bien des personnes issues de la diversité que des personnes qui ne sont pas de la diversité et qui regardent ça de loin? Donc il y a le travail, évidemment, et je me réjouis de voir la manière dont les choses évoluent. Et monsieur le directeur, si vous pouviez aller un peu plus vite, un peu plus loin, ce ne serait pas plus mal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à il y a 20 ans, mais il y a aussi le travail que les journalistes font. Il y a une responsabilité collective sur ce sujet. Alors, il y a un journaliste en plateau, tiens. On va sur des livres et des photos. Non, mais je suis pas du tout dans le sujet là, moi. Et puis j'écris souvent pour des journaux libanais. Non, je suis pas dans le sujet. Non, mais juste pour rebondir par rapport à ce que vous racontiez sur le Sud-Ouest, etc. C'est intéressant. Quand j'ai écrit mon livre, mon éditeur m'avait dit. Donc je raconte l'histoire de la guerre du Liban et du Liban. Et donc mon éditeur me disait, mais tu sais, les Français s'en foutent. Et donc moi j'étais énervé, évidemment. Je disais, mais comment ça, les Français s'en foutent? C'est pas la question. Je raconte une histoire, etc. Et en fait, quand on sort un livre dans une maison d'édition comme ça, qu'on fait un tour des librairies, donc on fait un tour des quatre coins de la France. Et moi, je vous avoue que je connais pas du tout la France. Je suis en train de la découvrir à l'âge de 30 ans. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on arrive, ils ne sont pas du tout concernés par nos histoires. Moi, je pense qu'on devient écrivain pour de multiples raisons. L'une d'entre elles, pour moi, était qu'effectivement, quand j'étais à l'école, on me racontait l'histoire de Clovis, Vercingétorix, etc. Et je ne me sentais pas concerné. Et que donc j'ai dû me plonger dans la littérature pour pouvoir raconter mon histoire ou celle de mes parents et cet exil-là. Mais sachant que toutes les histoires d'exil,
malheureusement, ne peuvent pas être racontés dans un livre. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais c'est impossible, que ce soit pour le Cap-Vert, pour le Liban, pour l'Algérie, pour le Congo, on peut les citer tous. On ne peut pas raconter tous les récits d'exil dans un livre d'histoire, et que ce soit en France, au Liban ou n'importe quel autre pays. Donc la littérature vient pallier un peu ce manque, mais c'est vrai qu'une fois, je m'étais emporté devant un professeur, et je lui disais, mais il faut qu'il y ait ça dans les livres. Et il m'a dit, Sabine, sors de Paris, va en province, va dans des villages plus reculés. Ils s'en foutent de ta question. Et c'est vrai que quand j'y suis allé, au fond, j'ai compris pourquoi ils s'en foutaient, parce que c'est comme si j'allais au Liban, dans le village de ma mère ou de mon père, où effectivement ils s'en foutent de la question qu'on se pose à Beyrouth, de mélange entre chrétiens, musulmans, etc. Donc c'est très compliqué en plus de relier aussi, de faire le lien entre Paris et la grande métropole et les provinces où effectivement, moi il y a des endroits où je suis allé, c'est la première fois qu'ils voyaient un arabe, où il y a un auteur de couleur noire qui s'appelle Gauss qui est allé juste avant moi, et un libraire est venu me raconter, il y a un enfant qui est venu à la fin de la rencontre, qui l'a touché comme ça, qui a dit mais t'es vraiment noir en fait. Mais donc oui, c'est comment on fait face à ça, moi je sais pas, j'ai pas de réponse, je suis auteur. Alors justement, Pascal Blanchard, vous montez des expositions qui vont partout en France. Vous avez collaboré notamment à de grands documentaires et vous avez, je crois, été assez pionnier dans la question justement de présenter, de montrer la diversité de la population française, l'immigration. Comment êtes-vous reçu dans toute la France ? La France des provinces, la France des banlieues et aussi la France d'outre-mer. En fait, la France, c'est ça qui est intéressant. Vous posez une très bonne question et en fait, c'est quand on est confronté au réel, donc à ces histoires qu'on amène, comment ça se passe ? Si je vais dans mon Morbihan natal et que je leur raconte l'histoire du premier député noir, Bellay, ça peut paraître loin. Mais si je leur dis, vous savez que Napoléon Bonaparte, il l'a mis en résidence et il est mort à Belle-Île, sur votre terre, ici, et que c'est votre histoire. Tant que je ne l'ai pas raconté, il est tout à fait normal que la personne sur son territoire considère que cette histoire est lointaine. À partir du moment où le porteur de parole est passé, et si c'est Gauss, il est très très bon pour le faire, je parlais de ce qu'a fait Mabankou et j'étais l'historien de son film. D'un seul coup, les gens ont eu des histoires qui leur paraissent lointaines, mais du fin fond de la Beauce, de l'Auvergne, peut-être de Guadeloupe, de la Réunion ou de Polynésie, avec ce documentaire, des récits personnels ont commencé à, comme des petites aiguilles, à rentrer dans le récit collectif. Avec un peu d'humour, tu parlais de Clovis, mais c'est parce qu'on a répété 250 millions de fois à Clovis que Clovis est rentré dans les mémoires collectives. Ça veut donc dire que l'histoire, c'est aussi du marteau, ou des fois des règles sur les enfants quand on leur apprenait la leçon. Donc ça dépend de ce que tu choisis de raconter. Si tu allais sur des territoires où il y a un siècle, on avait choisi de raconter ces histoires, par exemple du premier des maires noirs de Paris. C'est mon joke, à chaque fois que j'allais dans une école ou dans une assemblée où il y a des adultes, je dis, vous connaissez bien sûr tous le nom du premier maire noir de Paris. Alors déjà, les gens découvrent qu'il y a eu un maire noir, ils ne connaissent pas son nom, et quand je dis le premier, il y a des gens qui se disent, oh, il doit y en avoir un deuxième, il va me piéger. Personne ne sait qu'il y a eu un maire noir à Paris, et on est à Paris. Je ne te parle même pas d'un truc au fin fond de l'Auvergne, là. Donc ça veut dire que c'est d'abord raconter. Oui, après, il y a comment tu racontes. Quand tu es romancier, romancière comme Léla Slimani ou comme Alain Mabankou, tu vas choisir un cheminement. Quand tu fais des films documentaires, tu vas en choisir un autre, le témoignage, l'archive. Tu vas démontrer aux gens qui pensent que l'immigration maghrébine est arrivée après la guerre d'Algérie. Ben non, elle arrive en 1906. Oh, il y avait des Noirs au XVIIIe siècle en France. Ah bon ? Si tu ne le racontes pas, si tu ne le montres pas, si tu es artiste et que tu ne commences pas à peindre ce récit, si tu es d'un seul coup vidéaste et que tu ne vas pas chercher le témoignage sur les traces, quand on dit l'histoire coloniale est lointaine, ben non, il y a 1400 monuments coloniaux en France, dans tous nos villages, tu peux trouver quelque chose qui va te rappeler l'histoire coloniale. Notre métier, Fabrice comme à moi, c'est aussi d'être archéologue. On vient gratter ce qui a été oublié. Et à un moment, les gens commencent à s'intéresser sur aussi la manière de le raconter. Je me souviens d'un vieux France Télévisions, il y a 25 ans, où quand on parlait de ces sujets, et je vois Hélène qui me regarde, on me disait, oui, alors, pour les publics concernés. C'était l'époque où quand tu faisais un documentaire sur l'immigration, c'est un peu comme si tu fais un documentaire sur les agriculteurs, tu ne peux intéresser que les agriculteurs. Oui, vous comprenez, les immigrés ne regardent pas la télé, donc ça ne fera pas d'audience. Je disais non, on ne fait pas des documentaires sur l'immigration, sur la colonisation pour parler aux immigrés ou aux ex-colonisés, mais pour parler aux Français, à tout le monde. Et en fait, le grand changement, la grande révolution, c'est d'avoir compris que ceux qui étaient issus de la diversité étaient comme les autres, des consommateurs, et que les autres, non concernés immédiatement, devenaient un public potentiel. C'est quand ça, ce changement ? Ça, je dirais que le changement, c'est après 2005. La révolte des quartiers populaires, d'abord a rendu, 98 rend visible un concept, la diversité, et 2005 rend visible l'humain. Ils vivent dans notre pays, ils sont donc là, et ils vont rester.
Et d'un seul coup, on se dit, mince, s'ils sont là et qu'ils sont visibles et qu'ils vont rester, il va peut-être falloir en parler. Et d'un seul coup, France Télévisions se confronte aussi à son public. Comme toute télé, ils se posent la question de qui me regarde, comment je leur parle. Est-ce que je peux être mais comme les marques de pub, tu sais, le jour où on a commencé à avoir des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Polynésiens dans les publicités en France, c'est le jour où on a compris qu'ils achetaient des voitures, des lessives et tout le reste. Hein. C'est basique, consommateurs. Et à côté, question aussi où l'enjeu est devenu politique. C'est-à-dire que le politique, et on le sait, quand tous les deux on discute d'une série en télé, ça nous est arrivé avec Alain Mambancou, on a parlé de vous, vous ne le saviez pas, pendant un très beau repas, et on se dit comment on fait. C'est aussi de la stratégie. Tu dois être stratège. Comment tu rends l'objet que tu vas raconter à la fois positif, moderne, attractif pour le diffuseur, pour le grand public. C'est comme Alain. Quand Alain Mambancou se pose la question de son film, on en discute pendant des heures pour savoir la manière de faire. Raconter une histoire pour qu'elle fasse sens, c'est prendre son bâton de pèlerin, c'est le cas de le dire, comme pour aller à Compostelle, et de commencer à aller sur les territoires et raconter. Et à un moment, tu dois fasciner les gens. Tu dois leur donner envie d'aller au-delà de l'image qui pourrait sembler être un destin banal. Non, un ouvrier mineur marocain arrivé dans les années 60 dans les mines du Nord, comment tu le racontes? Il y a un très beau documentaire qui va passer, pas chez vous, mais sur Arte, que je vous invite à regarder, qui est splendide. Et parce que là, ce coup, les mineurs marocains parlent, les Chibani. Et là, ce coup, tu te dis, waouh, ils ont construit la France. Et ça prend du temps. Hein. Il faut autant de temps à fabriquer un roman national qu'il faut de temps pour le déconstruire. C'est à la fois positif et négatif, ce que je viens de dire. Il faut du temps pour faire ce qu'on est en train de se dire. Pour que simplement ceux qui sont les silencieux, les invisibles, les oubliés, mis à la marge, ils ne doivent pas remplacer d'autres. Je n'enlève pas Vercingétorix. Laisse-moi Clovis. Je veux Jeanne d'Arc. Je veux les rois de France. Je veux même Jules Ferry. Mais à côté de Jules Ferry, je veux les autres. Je veux. Moi, je me tourne vers la philosophe. Il y a quand même quelque chose d'assez général, d'assez universel. Comment est-ce qu'on s'identifie et qu'est-ce qui fait sens? C'est un petit peu les deux questions les plus lourdes qu'on peut vous poser. Et vous avez 3 minutes. Effectivement, c'est pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, c'est intéressant parce que là, ce qui est décrit là, et en tout cas le phénomène qu'il faut pour le coup casser, parce que ça fait beaucoup de mal, c'est effectivement cette idée un peu catégorielle. L'être humain a inventé une rationalité, voilà, qui lui permet effectivement de pouvoir saisir le monde, comprendre les phénomènes naturels. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, à force de ranger tout et tout le monde dans des cases, parce qu'en fait, c'est ça. Voilà, il y a, on divise les métiers en voilà, il y a les métiers manuels, il y a les métiers intellectuels. Dans les territoires, on découpe les territoires en morceaux. Il y a le centre-ville, il y a la ruralité, il y a la banlieue. Enfin voilà. En fait, on passe notre vie à tout découper en morceaux et à tout ranger dans des cases. Et le problème, c'est que ce faisant, on crée des véritables fractures dans notre société. Et on le voit bien, et même effectivement à l'échelle du politique, où finalement, il y a ma petite mesure pour les agriculteurs, ce que je propose pour les start-upers, ce que je propose pour les artisans, ce que je propose pour les jeunes, ce que je propose pour les personnes âgées. Et en fait, ce faisant, on découpe le corps citoyen en morceaux et on crée ou on renforce des fractures entre les générations, entre les secteurs, entre les métiers. Et donc, c'est ça qui fait du mal. Donc, toute la question, effectivement, c'est déjà le croisement. Le sujet, c'est pas les jeunes ou les personnes âgées. Le sujet, c'est l'intergénérationnel. Voilà. La question, c'est pas le numérique ou l'artisanat. Non, c'est comment est-ce qu'on pense, effectivement, une économie de demain. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être toute la question, comment est-ce que l'on va construire, justement, un discours universel qui va effectivement pouvoir permettre de parler à tous. Alors, effectivement, depuis le début de la table ronde, on pourra avoir l'impression que c'est un discours, enfin, des choses peut-être assez négatives, et donc qui peuvent peut-être sembler un peu désespérantes. Alors oui, évidemment, il y a des choses qui sont effectivement quand même un peu désespérantes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train effectivement de changer. Et là, effectivement, ces signaux faibles que vous décriviez, effectivement, ces publicités, ces documentaires, ces expositions, le fait que ça fonctionne, que ça commence à prendre, les choses sont en train de changer. Et moi, en tout cas, cette philosophie de l'hybridation que je porte, que je développe, elle correspond à un certain nombre de signaux faibles que l'on voit dans la réalité. Cette difficulté à penser l'entre-deux, à penser effectivement peut-être différentes identités, c'est intéressant de voir qu'elle va se porter sur des lieux. On voit des lieux de plus en plus hybrides, on voit des métiers de plus en plus hybrides, on voit des secteurs qui vont s'hybrider. Donc en fait, tous ces petits signaux faibles d'hybridation, pour moi, donnent des raisons d'espérer parce qu'ils témoignent du fait que nous sommes peut-être en train d'apprendre à penser le monde autrement, penser les choses autrement. Et justement, nous sommes peut-être en train de construire peut-être un discours ou un roman national permettant de laisser toute leur place à cette figure du centaure à laquelle je reviens.
Bon, alors le centaure que je veux bien être aujourd'hui, d'habitude, quand j'étais petit, on me disait que j'étais métisse, mais je vais garder centaure, pourquoi pas. Elisabeth Moreno, ce que vient de dire Gabriel Alpern nous renvoie au fond à des possibles politiques publiques différentes. La politique qui, depuis en gros une quinzaine d'années, cherche à faire émerger autre chose en France, c'est la diversité. Comment est-ce que vous vous y êtes prise, comme secrétaire d'État, pour essayer de faire avancer les choses? Je suis une peau de vache parce que je sais qu'en 3 minutes, vous n'y arriverez pas, mais tentez le coup. Je vais essayer de résumer. Alors, en fait, quand j'étais ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et je vais rebondir sur ce que vient de dire Gabriel, c'est que, en vérité, je ne pense pas que les gens aiment à se catégoriser. Mais on nous catégorise. C'est la société qui met les gens dans des boîtes. Je pense que personne n'a envie d'être considéré uniquement du fait de son genre. On n'est pas qu'une femme. On est une femme et 1000 autres choses. On est une personne issue de la diversité. Et vous savez que j'ai beaucoup cherché, j'aime pas le terme diversité. D'abord parce qu'il y a des diversités. Et quand j'étais au gouvernement, et Pascal fait partie des personnes à qui j'ai dit, mais par quoi on pourrait remplacer la diversité? Parce que rien que le fait de dire c'est une personne issue de la diversité, vous l'avez déjà catégorisé. Et pire, vous l'avez hiérarchisé. Donc moi, l'une des premières choses, c'était comment on fait pour universaliser ça? Parce que le sujet, et je crois que c'est une vraie question en France, c'est que comme on est le pays des philosophes des Lumières, comme on est le pays des droits de l'homme, et il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été inspirée de ce que la France avait fait. Donc il y a quand même une histoire chez nous qui devrait nous rendre fiers. Mais comment se fait-il qu'en 2023, il y a une étude là qui est encore sortie il y a quelques jours qui dit que quand vous êtes une personne issue de la diversité et que vous vous inscrivez à l'université, vous avez plus de... C'est Ondam, je crois, je ne sais plus. Bon, Onde. Vous avez plus de difficultés à recevoir des informations pour votre parcours d'inscription et Mais où mieux qu'à l'école ou dans les universités, on peut apprendre l'histoire et on peut comprendre et on peut trouver les opportunités. Moi, la manière dont j'ai décidé d'adresser ce sujet, c'est par l'émancipation économique et par les aspects politiques. La raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en œuvre l'index égalité, diversité et inclusion, c'est parce qu'on sait que les premières discriminations sont dans l'emploi et dans le logement. Et donc je me suis dit que, en tout cas de mon histoire, je me dis que être capable de trouver un emploi qui nous plaît, un emploi dans lequel on puisse s'épanouir, un emploi dans lequel on est payé correctement, où on est respecté, où on peut créer, inventer, innover, sortir de la boîte dans laquelle on nous a enfermés pour nous regarder comme un collaborateur point à la ligne qui apporte de la valeur à l'entreprise, pour moi, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Et donc, cet index que j'ai expérimenté avec une dizaine d'entreprises a eu cet avantage de, quand on a fait le retour sur ce qui s'était passé, comment il l'avait expérimenté, il nous disait, en fait, merci parce que ça nous a permis d'avoir dans l'entreprise un dialogue apaisé sur un sujet qui est extrêmement complexe, mais qu'on ne sait jamais comment adresser. Donc, le fait de parler, le fait d'expliquer, le fait de raconter. Les entreprises ne peuvent pas se passer de la diversité. Toutes les entreprises sont dans une difficulté terrible pour recruter aujourd'hui. Eh bien, peut-être que si on allait recruter différemment, dans des écoles qui ne sont pas les grandes écoles parisiennes, il y a de très bonnes écoles en province, et si on donnait la possibilité aux personnes issues des diversités d'aller dans les grandes écoles et qu'on leur casse les barrières mentales qu'elles peuvent avoir. Moi, on m'a proposé de faire un CAP quand j'ai dit que je voulais devenir avocate. Je dis, mais... Et très naïvement, j'ai demandé à ce garçon, je lui ai dit, mais je viens de te dire que je voulais être avocate, est-ce qu'en faisant un CAP, je pourrais devenir avocate? Mais vraiment? Et il me dit, non, mais avocate, c'est pas fait pour toi. Je dis, mais pourquoi avocate, c'est pas fait pour moi? Et je voulais qu'il me dise, avocate, c'est pas fait pour toi parce que tu es ce que tu es. J'espère que ce garçon a vu que j'étais devenue juge, et puis PDG, et puis ministre. Mais le pauvre, je ne peux même pas lui en vouloir. Il était dans ses propres schémas.
J'ai travaillé avec Pascal pour justement montrer cette exposition, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale tellement elle est salutaire. Eh bien, pourquoi il y a beaucoup d'établissements qui ne se l'approprient pas? Pourquoi est-ce qu'ils devraient se l'arracher? Ils devraient avoir une liste de 10 pages de personnes, de villes, de maires qui disent « venez chez nous ». Pourquoi on ne le fait pas? J'étais à Montpellier hier pour parler de ces luttes contre les discriminations. Eh bien, les jeunes nous disent « mais en fait, on ne sait pas, on ne comprend pas ». Même quand on nous apprend, on ne nous l'apprend pas de manière à ce qu'on se sente concerné. C'est un peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Si vous allez raconter les choses parce que vous devez cocher une case dans un programme, ça ne marche pas. Il faut que ça vous touche. Il faut que vous vous sentiez concerné. Et aujourd'hui, les diversités sont partout. On parlait tout à l'heure des représentations des femmes. Pardon, je vais faire vite parce que sinon... on parlait de... Je tiens la montre. Mais les représentations sont importantes. Je ne parle pas que des Noirs et des Arabes, les femmes. Pourquoi à chaque fois qu'on mettait une femme à la télévision pendant la crise sanitaire, c'était pour la regarder se débattre avec les enfants, avec les devoirs, en épluchant les carottes, en tapant sur son ordinateur, parce que vous comprenez, il faut que mon patron sache que ce n'est pas parce que je suis en train de travailler à la maison que je ne fais pas mon travail. Les messieurs, eux, étaient dans le seul bureau de la maison quand il y en avait un. Et il expliquait, mon Dieu, c'est compliqué, mais je peux passer un peu plus de temps avec mes enfants. Et de quoi on parle? Il y a des femmes expertes dans ce pays et dans tous les domaines. Donc moi, les 2 sujets sur lesquels il me tenait à cœur, il y en a même 3, après j'arrête. Les rôles modèles. On a de magnifiques rôles modèles dans toutes les diversités, dans le handicap, dans le genre, chez les Noirs, chez les Arabes, chez les Roms, chez les Gitans. Il y en a partout. Il y a des belles histoires et de beaux modèles partout. Si vous pouviez en mettre un peu plus à la télévision. Mais je veux préciser que la première fois... Je vais interroger Florent juste après, dès qu'Elisabeth aura fini. Je finis. Les rôles modèles, c'est très important. Donner la possibilité aux gens de s'accomplir et de se réaliser indépendamment de la catégorie dans laquelle on les enferme, parce que tout le monde a un talent et tout le monde est capable de réussir dès lors qu'on vous donne un peu de possibilités pour réussir. Et puis les politiques publiques. Mais j'ai appris, pendant que j'étais au gouvernement, que malheureusement, les lois ne suffisent pas. La première loi pour défendre l'égalité salariale entre les femmes et les hommes date de 1972. 50 ans après, il y a un écart entre 15 et 20%. Donc vous voyez, c'est un travail collectif, les politiques publiques, les associations que je veux saluer et les individus, parce que nous-mêmes, on porte beaucoup de poids et si on ne se débarrasse pas de ces poids, eh ben on avance moins vite. Alors, Florent Dumont, il faut que les entreprises donnent un petit coup de main, il faut qu'elles poussent un peu, un petit geste, a dit Elisabeth Moreno. C'est quoi les petits gestes de France Télévisions? Non, j'ai pas dit petit, j'ai dit un geste. Un geste, un geste. Pour moi, il est petit pour être encourageant. Vous savez, c'est le petit grain de sable qui va permettre de faire la arrêter. dune. Non, pardon, je suis désolée, Fabrice. Non, je suis désolée. Non, je gardez-en pour la conclusion, vous n'aurez plus rien après. À chaque fois qu'on parle des femmes, des personnes en situation de handicap, de diversité, il faut que ce soit petit et mignon. Non, il faut que ce soit grand et ambitieux. Alors, un gros geste ambitieux. Cher Florent. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler de notre raison d'être avant de répondre précisément sur les points. Parce que vous savez que les entreprises aujourd'hui sont tenues d'avoir une raison d'être. Et donc, lorsqu'il y a quelques années, on nous dit c'est quoi la raison d'être de France Télévisions? Ça fait réfléchir aux grands gestes et pas aux petits gestes. Pourquoi on est là? Pourquoi on est un service public? Pourquoi on doit être légitime auprès des publics, etc. Et donc, dans la raison d'être, il y a une partie qui dit que notre rôle, c'est le début de la raison d'être. Je ne vais pas vous la dire en entier, mais le début, c'est permettre à chacun de se construire librement et à tous d'imaginer un horizon commun. Voilà. Et ça, je trouve que dans cet esprit-là, c'est assez fondamental de se dire le sujet donc, de la représentation pour que chacun se reconnaisse, qui a été dit tout à l'heure, connaître avant de se reconnaître. Je trouve que c'est assez fondamental. Parce qu'effectivement, si on ne connaît pas, on peut pécher juste par manque de connaissances, par inculture, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'on ne sait pas. Et donc, connaître pour se reconnaître. Donc, voir effectivement l'ensemble de la population sur les écrans. La représentation de la diversité, je vous rejoins, c'est majeur. Sur la parité, on a fait ces dernières années des pas de géant, vraiment. Et là, je salue la volonté de Delphine Ernotte, qui, sur la question de la visibilité des femmes, est dans des rôles importants, parce que voilà, on peut effectivement avoir un point de vue. On a aussi
à la tête de nos plus grandes éditions d'information, de nos magazines, de nos talk-shows. On a une présence féminine qui est très très importante. Vous parliez des expertes. On a fait un travail, on partait de très loin il y a 7 ans, et on a fait un travail pour demander aux équipes magazines de convier des expertes. Voilà. C'est dans l'air, on est passé de 25% à peu près de femmes expertes il y a 7 ans à la parité aujourd'hui à peu près, à 1 ou 2 points près. Voilà. Donc sur la question des femmes, et donc je vous rejoins, il faut une volonté très très forte. Sur la question de la diversité, on peut aller plus loin, on doit aller plus loin, et on va aller plus loin. Et ça doit passer par la mobilisation de tous les genres de programmes. Donc on a ces exemples qu'on citait sur les documentaires, sur les fictions, les rôles modèles aussi. Voilà. Vous parliez d'avocats. On a fait une série qui s'appelle Le Code, que l'on a diffusée là en début d'année, la saison 2. Le personnage principal est avocat. Il se trouve que c'est un homme noir, mais le lien entre les deux sujets n'est jamais posé. C'est un avocat. Point. Et qui vit des histoires d'avocats. Voilà, point. Donc sur la fiction, c'est essentiel. Nos fictions pour les plus jeunes, lorsque vous regardez des séries comme Scam, comme Russ, vous avez la représentation de la diversité. Et tenir, c'est essentiel parce que sur ces plus jeunes publics, si on ne le fait pas, alors ils vont nous dire, mais même pas, on vous calcule 1 minute, quoi. Donc c'est même, voilà. Et puis il y a aussi le sujet des Français. Tout un chacun qui doit pouvoir se reconnaître aussi. Là où on peut encore faire beaucoup d'efforts, c'est finalement sur les candidats de nos jeux, les participants à des émissions, voilà, on n'est pas encore au niveau d'une représentation de la diversité satisfaisante. On en a conscience, on demande aux équipes des magazines quotidiens, des producteurs de jeux, il y a des clauses de diversité dans les contrats pour dire c'est normal, quand vous avez un jeu avec 6 candidats, faites en sorte que les 6 candidats, qu'on ait plutôt 3 femmes, 3 hommes, et qu'ils soient représentatifs de la diversité, des âges, des origines, voilà. Et ça, c'est volontaire. Donc la volonté, elle est là. Ce que vous disiez sur le service public d'il y a 25 ans, je suis très content de ne pas me reconnaître dans ce que l'on essaie d'incarner aujourd'hui, vraiment, parce que ça me hérissait le poil en vous écoutant. Et voilà, donc c'est un long chemin, une volonté. Et puis il y a le sujet aussi des équipes et tout le sujet du recrutement. Et le point qui a... Alors notamment dans la rédaction, parce que si on entend bien ce qu'a dit notre aiguillon, Elisabeth Moreno, il faut qu'il y ait dans les rédactions un peu de diversité pour avoir des sujets peut-être différents. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors il y a une attention très particulière qui est portée sur les recrutements et sur les alternants. Alors, vous savez que les finances du service public font que malheureusement les recrutements, on n'en a pas tant que ça aujourd'hui, mais c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire que pour renouveler aussi les équipes, c'est pas si facile. Mais sur les alternants... J'ai une liste de candidats, si vous voulez. Je la prends bien volontiers. Mais sur les alternants, qui est souvent une première étape pour ensuite, après, pouvoir faire un CDD, puis espérons-le un CDI, et puis progresser dans l'entreprise, et puis d'avoir dans quelques années des gens qui effectivement accèdent aux postes de responsabilité sur lesquels on doit pouvoir aller plus loin aujourd'hui. Donc je suis à fond sur le grand geste, qui est parfois fait d'une somme de petits gestes, mais il y a un grand geste. Si tu me permets, je dirais un point qui est important, tu parlais de l'entreprise, qui paraît très très loin de notre sujet, ce n'est pas du tout le cas. Le recrutement est une chose. La visibilité dans la communication des entreprises a fortement changé, puisque maintenant les entreprises font attention à la manière, par exemple leur rapport annuel va être vu, la perception dont ils montent à la diversité, c'est très gadget. Mais il y a un sujet qui commence à émerger et qui est tout à fait différent. C'est pas la forme, parce que la formation à la diversité, ça ne veut rien dire. Hein. Sur le fond, je ne sais même pas ce qu'on pourrait dire. Par contre, la formation des équipes et des dirigeants, à quoi sert d'avoir une équipe diverse et en quoi les récits migratoires de ce pays ou ultramarins correspondent à une réalité sociologique, nous sommes à peine dans les balbutiements de ça. C'est très nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'il suffisait de recruter pour régler le problème. Alors, pas du tout. Ça ne suffit pas. C'est un des éléments. Il suffisait d'expliquer aux managers qu'il fallait être sensible à la diversité, à la parité. Ça ne suffit pas. On pensait que, écoutez, j'ai fait 4 images dans mon rapport annuel, c'est bon, on tient compte de la diversité. Ouais, enfin, c'est des bases d'images américaines, c'est pas votre entreprise, vous n'avez pas pris les 2 personnes perdues au fin fond de la rédaction. Quand on a fait un rapport avec Azik Sabek, ça remonte à très très loin, il y a plus de 10 ans, sur les médias et diversité, on était sidérés d'entendre ce qu'on a entendu par les médias. Et on a interrogé tout le monde, presse écrite, PQR, télé, radio, vidéo. En fait, on se rendait compte que les dirigeants qui étaient devant nous, c'était que les boss qui étaient là. Aucune formation pour les hauts dirigeants à ces enjeux. Mais pas juste une formation de c'est important et moralement il faudrait le faire. C'est-à-dire qu'ils étaient ignares. Ils ne connaissaient pas l'histoire de leur pays et donc l'histoire de leur public. Et donc ce que tu viens de dire, en quoi ça peut être traumatique quand tu es un jeune enfant ou une jeune femme, par exemple, de ne jamais voir à la télé une journaliste noire comme Audrey Pulvar qui présente le journal parce que tu n'imagines pas que tu peux être journaliste. Et quel impact collatéral ne pas y penser? Ceci produit chez le public et qui d'ailleurs ne revient plus sur vos chaînes. Vous avez dit quelque chose que je trouve fondamental. Si
nous ne faisions pas attention, et si nous étions pas, vous êtes repris en disant, si nous ne mettions pas la réalité de la diversité dans ce que nous proposons sur nos espaces pour les jeunes, ça ne marcherait tout simplement pas. C'est quand même terrible, c'est de se dire que ça n'a pas été pensé avant. Et je ne vous en veux pas, hein, c'est 100% des entreprises. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Dans mon anglo-saxon, cette donnée a quelque part progressé beaucoup plus vite qu'en France. Mais comme nous, en France, on s'est protégé par le pays des droits de l'homme. Tout va bien, Madame la Marquise. Il n'y a aucun problème. Alors nous, c'est égalité, fraternité, liberté, yallah. On est tranquille. Pourquoi voulez-vous qu'on ait un problème? On a inventé les droits de l'homme. Oh, c'est nous la marque de fabrique. Vous n'allez pas nous dire qu'il y a un problème. Pas du tout. Ils ont qu'à s'effacer, vous allez voir, en s'intégrant, ils vont rentrer dans l'univers parfait du petit monde. Ben non, ça ne se passe pas comme ça s'est jamais passé comme ça. Il y a le passé colonial, il y a l'histoire de l'esclavage, il y a l'histoire des parents qui n'ont pas raconté l'histoire, il y a l'histoire de se battre quand on vient des quartiers populaires pour exister, il y a la manière dont on est perçu encore dans l'espace public, il y a la manière dont il faut des fois s'excuser même d'avoir réussi. Bah, même nous, quand on vient des milieux ruraux ou qu'on vient des quartiers populaires, c'est rare qu'on doive s'excuser d'avoir réussi. Par contre, ceux qui l'ont toujours sur leur visage, ad vitam aeternam, vont devoir expliquer comment ils sont là, par exemple. C'est incroyable. C'est Laetitia Elouette, dans votre film que vous avez diffusé de Alain Mamokou, qui, quand elle arrivait avec son... qui est conseillère d'État, et quand elle arrivait, et ancienne présidente du club, quand elle arrivait dans les réunions avec sa collaboratrice, tout le monde pensait que la boss, c'était la collaboratrice qui était blanche et que Laetitia était son assistante. Ça, il va falloir encore 20 ans de formation pour changer ce qu'on appelle le stéréotype. On n'y peut rien. Les stéréotypes, c'est comme un millefeuille, les amis. On en a tous ici, et même si on veut les évacuer, elles sont toujours là, ça s'appelle une culture. Ça prend beaucoup de temps pour se questionner, s'auto-questionner, questionner la société, déconstruire ça, pour que justement là, le modèle global, y compris des managers, ou des ministres, ou des responsables de grandes administrations publiques, change sur ce point très précis. Alors, changer le modèle global, mais on vit dans un monde qui est un peu particulier. On vit dans un monde qui a du conflit. Ben oui, ça va être vous, Sabine. On vit dans un monde qui a redécouvert la guerre en Europe depuis 1 an. Sabine, vous nous avez parlé d'un pays qui a sombré dans la guerre, qui a encore aujourd'hui une tension énorme. Vous êtes dans un autre pays qui est travaillé par la paix depuis à peu près 80 ans maintenant, même s'il y a des conflits coloniaux et des conflits outre-mer. Vous dites, je ne crois pas dans un pays aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas construire un récit justement pour que quelque chose puisse exister et éviter les guerres, éviter les conflits, ou du moins permettre en cas de guerre ou en cas de conflit de tenir ensemble? Ah, moi, je ne crois pas du tout en ça, mais je ne sais pas si c'est un défaut de mon métier ou de mon caractère, mais moi, j'ai beaucoup moins d'espoir et je chercherai moins à convaincre. Je suis dans un métier, on ne cherche pas à convaincre. Quand on écrit, on essaye de convaincre personne. On ne crée pas de discours. Là, c'est vrai qu'on parle d'entreprise, donc il y a beaucoup de slogans. Moi, mon métier, c'est être anti-slogan. C'est-à-dire qu'on veut... Alors, je vous provoque un peu. Allez-y. Le plus grand écrivain français, c'est Victor Hugo. C'est l'inventeur de notre roman national. C'est l'un de ceux qui, justement, a fait des romans pour que nous puissions exister ensemble, du bas en haut de l'échelle sociale. Est-ce que ce n'est pas votre mission? Ah non, moi, mon mission, c'est de raconter... Ah non, mais c'était sa mission. Ah non, mais je ne veux pas être Victor Hugo. Et puis vous avez décidé que c'était Victor Hugo, je pourrais en citer un autre. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment chacun son choix dessus. Mais c'est ce qu'on nous apprend à l'école. C'est intéressant ce que vous dites sur Hugo. On parlait de l'éducation tout à l'heure. Et par exemple, j'ai fait donc, le prix Goncourt de lycéens. Donc je suis allé rencontrer donc, 1500, 2000 lycéens avec d'autres auteurs qui étaient sur la liste du Goncourt. Et effectivement, beaucoup n'avaient jamais lu parce qu'on leur apprend Victor Hugo, Zola, Flaubert à l'école, au collège et souvent au lycée. Et ça ne leur parle pas. Et au-delà de la diversité, etc., il faudrait qu'on fasse lire un peu de littérature contemporaine aux jeunes au collège, au lycée, justement pour leur donner envie de lire, pour qu'il y ait des choses qui leur parlent. Donc voilà, c'est intéressant ce que vous dites. Vous mettez là tout d'un coup sur le podium Victor Hugo, et Victor Hugo, quand on a 15 ans, c'est intouchable. Déjà, il est mort il y a très longtemps. Deuxièmement, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Donc ça rend le métier d'écrivain comme si c'était une chose impossible. Alors qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est tellement dans la vie, qui est pétri d'erreurs, qui ont souvent des vies complètement chaotiques. On peut passer de Gary à... Enfin, on peut tous les citer. Donc moi, je mettrais plutôt Gary déjà sur le Panthéon. En auteur français, qui est d'ailleurs l'auteur français le moins français possible, Gary, qui cherchait le toujours à être ailleurs. le patriote, le gaulliste. C'est comme ça qu'il se raconte. C'est comme ça qu'il se raconte, sauf qu'à la fin de la vie, il passe son temps à dire je ne cherche que l'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a essayé de se raconter un récit, qui s'est fait son propre récit, qui a changé son nom, etc., mais qui a été rattrapé toute sa vie dans ses écrits, etc., parce qu'il était et parce qu'il est. Et tous les écrits de Gary ne sont pas portés par la France, mais par le fait qu'ils viennent d'ailleurs, qu'il change son nom, qu'il a dû se transformer complètement. Et quand on farfouille un peu dans ses écrits, justement, on découvre un Gary qu'on ne nous raconte pas généralement.
Et on comprend qu'en fait, son mal-être vient d'ailleurs et il n'est pas si fier d'être français du tout. C'est juste qu'il s'est accroché à ça parce qu'il n'y avait plus que ça à un moment. Mais donc, je ne sais plus. Récit national, Hugo. Récit national, Hugo. Non mais oui, donc voilà, moi tous ces discours-là, je les entends, mais c'est vrai que je suis très étranger à ça. C'est-à-dire que moi, je crois, alors pour le coup, à la multiplicité des récits. Les documentaires dont vous parlez, c'est des documentaires que j'ai vus, mais c'est vrai que c'est des documentaires qui sont là pour convaincre aussi beaucoup, et c'est leur rôle. Moi, je crois beaucoup aux documentaires qui n'est pas là pour convaincre. Je crois beaucoup aux documentaires du petit mec qui le fait avec sa petite production, qui raconte ou une petite histoire de quelqu'un ou sa propre histoire, mais dans un environnement vraiment, on cherche pas du tout à convaincre qui que ce soit, mais on raconte sa propre histoire. Et en racontant sa propre histoire, on ouvre plein de fenêtres. Et moi, je trouve que le rôle de l'artiste, de l'écrivain, du réalisateur, il est vraiment là. Il est vraiment de se raconter soi, de raconter les autres, mais de chercher vraiment à ne pas chercher à convaincre, à ne pas écrire des slogans. Quand on écrit, on essaye d'éviter les phrases faciles. On essaye d'éviter les phrases toutes faites. Les slogans sont souvent faits de phrases toutes faites, les slogans politiques aussi. C'est des phrases qu'on jette, qu'on retient très rarement, qui ne durent pas dans le temps. C'est pas pour rien quand un livre politique en librairie vit le temps d'une campagne. Après, il disparaît de la circulation, on ne le voit plus. Il n'y a qu'un historien ou un écrivain farfelu qui va aller chercher dans un livre politique d'un politicien à un moment pour se dire qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, ça m'intéresse pour mon récit. Donc voilà, moi je crois au long terme de la littérature et au fait de ne pas convaincre. Après, je trouve ça admirable de faire les démarches qu'ils font, mais c'est vrai que moi je vais parler de ma posture. Moi j'essaye de toujours combattre ça. Sur la diversité, je vais finir très rapidement sur ça. C'est intéressant parce que justement j'ai travaillé beaucoup avec des instituts qui sont du monde arabe ou liés à l'Institut des cultures d'islam en France, dans des expositions, etc. Et moi j'ai beaucoup de copains originaires du monde arabe ou d'ailleurs qui me disaient mais il faut mettre des arabes à la tête de ces instituts, etc. En soi, moi, sur le principe, pourquoi pas, mais en fait, moi, ce que je veux surtout, c'est des gens compétents. Vous voyez, on va parler d'un animateur, vu qu'on parle de télé, je regarde pas beaucoup la télé, mais il y a Cyril Hanouna. Moi, quand il y a Cyril Hanouna, je devrais être content, il est issu de la diversité, il est juif, il vient du Maghreb, etc. Moi, je préférais un Français de souche qui partage mes idéaux que Cyril Hanouna qui raconte que des âneries à la télé. Donc la diversité, oui, mais la compétence, surtout la compétence sur un travail, sur un métier, c'est aussi très important, je trouve. Alors, Gabriel Alpern, moi ouais, il va nous valoir quelques amis. On arrive pratiquement au terme de cette table ronde et j'espère que vous ne serez pas trop frustrés de parole les uns et les autres parce que finalement c'est assez court. Mais Gabriel Alpern, vous êtes philosophe. Moi je me souviens d'un texte philosophique qui était de Platon. Et Platon disait qu'il y avait une mythologie à créer pour faire exister une cité qui était de faire croire aux habitants, c'était le seul pieux mensonge qu'il autorisait d'une certaine manière, qu'ils étaient autochtones. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a encore besoin d'autochtonie pour créer une mythologie collective, pour créer un récit qui nous rassemble? Oui, alors ça, c'est une sacrée question. Alors, c'est intéressant que... Question sacrée. Ouais, c'est ça. Alors, c'est intéressant que vous reveniez à Platon, que vous reveniez à la question de la mythologie, parce qu'en fait, derrière cette question, vous soulevez la question du ton. Ouais. La question de la représentation de la diversité, en fait, pose la question de notre rapport au ton. Alors je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis parmi les historiens, je sais que je prends beaucoup de risques ici, mais il se trouve que dans une autre vie, j'ai travaillé au sein de différents cabinets ministériels et j'ai notamment dû écrire à peu près 2000 discours politiques en 4 ans à peu près. Et je me souviens que mes homologues dans les autres cabinets ministériels, les plumes, étaient très souvent des historiens. En fait, ça n'est pas anodin, parce que très souvent, même tout le temps, en fait, le discours politique, la loi, une nouvelle politique publique, du coup, s'inscrit toujours par rapport au passé, prend toujours le passé comme justification du présent et de l'avenir. Je pense que le passé ne peut pas être une grille de lecture de l'avenir. Et la vraie question, c'est alors, encore une fois, n'interprétez pas mal mes propos, le sujet n'est pas de faire table rase du passé. Le sujet, c'est à quel moment est-ce que l'on construit un récit de l'avenir? À quel moment est-ce que l'on donne aux citoyens le goût de l'avenir? Et je pense que sur ce sujet-là, effectivement, de la diversité, c'est que si on reste dans le sujet de la France éternelle, en fait, on ne bougera jamais. Donc la question, c'est à quel moment est-ce que l'on construit un récit de l'avenir et à quel moment est-ce que l'on prend l'avenir comme grille de lecture du présent. Un exemple tout bête, mais par exemple, si on veut faire une véritable politique en matière d'écologie, pour le coup, c'est pas le passé qui peut justifier le présent et l'avenir. C'est l'avenir qui peut justifier nos actions présentes sur la question de l'écologie. Et tout est comme ça. Donc la question, c'est comment est-ce que l'on redonne le goût de l'avenir aux citoyens? C'est ça le sujet. Moi, je trouve ça bien de finir sur une question. Comment on redonne le goût de l'avenir aux citoyens? Merci à chacun d'entre vous. Merci Elisabeth Moreno. Merci Pascal Blanchard. Merci Florent Dumont. Merci Gabriel Alpern. Et merci Sabine Goussoub de votre intervention. Tout de suite,